On se retrouve dans une situation un peu similaire où j'ai eu mon accident, donc dans une forêt, sur un chemin forestier. J'ai pas de souvenir, mais mon épouse a refait le trajet avec ma montre connectée. Puis elle m'a dit, dans une situation un peu comme ça, il y avait un obstacle, une sortie d'eau, probablement une pierre un peu plus grosse en dessous. J'étais certainement en train de descendre. Et puis j'ai dû freiner ou quoi exactement, personne ne le saura jamais. Aujourd'hui, c'est un film que je me fais dans la tête, mais sans certitude. Une balade à vélo électrique, seul en forêt, une chute, et c'est une vie entière qui bascule. Il y a 4 ans, un grave accident a totalement modifié le cours de son existence. Mais pour Christian Maradan, c'est un trou noir. Le choc à la tête a effacé tous ses souvenirs sur plusieurs jours, avant et après l'accident. Comme c'était vraiment sous le casque, donc il y a quand même quelque chose qui ressortait, qui a dû... alors, moi, je me suis toujours imaginé que j'ai dû passer en avant et puis taper sur le guidon du vélo. Mais c'est une pure hypothèse puisque j'ai pas de souvenir. Victime d'un traumatisme crânio-cérébral sévère, Christian passe une semaine à l'hôpital cantonal de Fribourg. Puis 5 semaines de rééducation dans une structure spécialisée. Il doit réapprendre à vivre avec un cerveau abîmé par le choc. C'est vraiment dans les premiers jours là-bas qu'on m'a expliqué qu'est-ce qui allait arriver ou quels étaient les changements que tout ça apporterait dans ma vie, en fait. Et j'ai eu beaucoup de peine à entendre déjà et à accepter surtout. Sa neurologue lui explique que désormais, il souffrira de fatigue intense, de problèmes de mémoire et de concentration. Il ne redeviendra sans doute jamais celui qu'il était avant. On me donnait 10 mots à mémoriser, j'en retenais un. Et après, il fallait me donner des pistes pour éventuellement retrouver le mot sous une autre forme. Et puis, des choses simples, J'ai une ergothérapeute qui m'a appris, on était dans un magasin, faire des commissions, j'étais complètement perdu dans ce magasin. C'était aussi une chose que je découvrais de mon handicap, c'est que dès qu'il y a du monde, beaucoup de bruit, je retrouve plus mes repères et c'est compliqué pour moi. L'histoire de Christian Maradan illustre un phénomène préoccupant. Le nombre de blessés graves suite à un accident de vélo électrique ne cesse d'augmenter. Il a bondi de 68% entre 2019 et 2023. Cette tendance inquiétante a attiré l'attention de Thomas Rauer. Il dirige le service de traumatologie du sport à l'hôpital universitaire de Zurich. Tout a commencé en 2020. J'ai constaté que nous traitions de plus en plus de patients avec des séquelles d'accidents de vélo électrique. Et là, nous avons mis en évidence que les traumatismes crânio-cérébraux faisaient partie intégrante de leur schéma de blessures, comme chez les conducteurs de vélo et bien sûr de moto. Vous pourriez essayer de vous tenir sur une jambe ? C'est plus difficile. Thomas Rauer lance alors une série d'études de grande ampleur. La plus récente, publiée en avril dernier, analyse sur 10 ans les cas de plus de 1000 patients admis dans son hôpital avec un traumatisme crânio-cérébral suite à un accident de 2 roues. La conclusion a de quoi choquer. Après une chute à vélo électrique, le trauma crânien ressemble davantage à celui d'un motard qu'à celui d'un cycliste classique. C'est certainement dû au fait qu'à vélo électrique, en fonction du mode d'assistance choisi, on peut rouler à des vitesses élevées, des vitesses qui rappellent plutôt celles d'un scooter ou même d'une moto. En cas de choc violent à la tête, pourquoi le cerveau souffre-t-il tant malgré la dureté de la calotte crânienne ? Démonstration. À l'intérieur du crâne, le cerveau flotte dans du liquide céphalorachidien. Alors en cas de choc, il va taper contre la calotte crânienne. Cela peut provoquer une hémorragie dans différents espaces situés entre la calotte et le cerveau. Et le cerveau peut aussi subir des lésions par cisaillement.
L'une des formes d'hémorragie cérébrale les plus graves est l'hématome sous-dural. C'est justement ce dont a souffert Christian Maradan. Et il n'est de loin pas le seul. Nous l'avons constaté dès notre première récolte de données. Le risque de développer un hématome sous-dural augmente nettement chez les conducteurs de vélos électriques. L'hématome sous-dural est un saignement des veines situées sous l'enveloppe du cerveau. Cette hémorragie veineuse s'étend en forme de croissant. C'est ce qu'on voit aussi là sur le scanner. Et lorsqu'une hémorragie se produit ici, cela provoque une poussée massive. Le cerveau est comprimé sur le côté. On voit ici la ligne médiane qui devrait se trouver là et qui a été déplacée sur le côté. Ce ventricule qui devrait se trouver ici est déjà comprimé. Et en phase aiguë, c'est la vie du patient qui est en danger. Christian Maradan, lui, a survécu, mais sa vie quotidienne n'a plus rien à voir avec celle qu'il menait autrefois. Il a dû quitter son emploi, un poste de responsable technique qui le laissait épuisé tous les soirs. Devoir renoncer à ma carrière professionnelle, ça c'était un peu le deuxième accident, quoi. C'était le deuxième coup d'épée que je recevais, quoi. Aujourd'hui, Christian vit des rentes versées par l'AI et son assurance accident. Mais il a aussi choisi de donner quelques heures d'enseignement par semaine à des apprentis. Il souffre toujours de fatigue intense et de difficultés de concentration. Un autre effet secondaire pernicieux de son trauma crânien est apparu. Son caractère s'est modifié. J'étais une personne qui était assez directe, assez expressive, mais là, j'ai vraiment plus de filtre. Mon épouse ne dira certainement pas le contraire. J'ai beaucoup moins de patience avec les enfants. Je m'emporte plus facilement qu'avant. Par contre, c'est quelque chose que je regrette beaucoup par la suite parce que c'est involontaire. C'est involontaire. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Cet handicap invisible, c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible. J'ai même dit à certaines reprises, des fois, je préférerais être dans une chaise puis que les gens ils voient que j'ai un handicap. Que là, j'ai eu souvent l'impression que les gens ne comprenaient pas pourquoi c'était aussi compliqué, ma vie depuis l'accident. Dire que Christian n'a pas eu de chance, cela peut sembler une remarque banale, et pourtant. Dans un accident de la route, le facteur chance ou malchance joue bel et bien un rôle central, selon cet ingénieur spécialisé. Exemple avec une simulation de collision entre une voiture et un vélo. Je crois que dans ce cas de figure, le cycliste aurait beaucoup de chance, parce que le hasard fait que sa tête tape en plein milieu du pare-brise. Et quand je heurte un pare-brise avec ma tête, il éclate, ce qui amortit beaucoup les forces qui agissent sur mon crâne. Ce serait très différent si la tête avait tapé sur le montant métallique du pare-brise. Malgré son casque, le cycliste aurait pu avoir des blessures graves. Donc, vous voyez qu'il y a un facteur chance ou malchance important dans ces accidents. Pour Céline Judas, c'est côté malchance que la balance a penché. Un freinage en urgence pour éviter une voiture, et elle s'est retrouvée avec une double fracture de l'épaule et du poignet, nécessitant la pose de 2 plaques fixées à l'os par des vis. Comment allez-vous? Bien, merci. Entrez, je vous en prie. Merci beaucoup. Comment ça va? Des douleurs? Dans certains mouvements un peu complexes où je porte quelque chose de lourd, mais autrement ça va. On va prendre quelques mesures. Si vous êtes bien d'accord, je vais vous laisser poser le coude sur la table, s'il vous plaît. 5 mois plus tard, Céline a rendez-vous avec son chirurgien pour préparer une nouvelle opération. On va lui rouvrir le poignet et retirer l'une des 2 plaques. Ok, 90 et dans l'autre sens, 75. Ok.
On prend de plus en plus en charge de patients et de patientes qui sont victimes d'accidents à vélo électrique avec des traumatismes qui sont à haute énergie, graves, avec des fractures complexes. On retrouve également des fractures ouvertes de l'avant-bras qui sont vraiment typiquement des fractures qu'on retrouve normalement chez le motard. Le constat est donc le même à Genève qu'à Zurich. Les blessures à vélo électrique rappellent celles des accidents de moto. Ce qui interpelle aussi Emmanuel Piguet, c'est qu'à vélo électrique, on atteint facilement des vitesses autrefois réservées aux cyclistes aguerris. On va voir apparaître une catégorie de patients entre 40 et 50 ans qui sont peut-être moins sportifs ou moins habitués à pratiquer le cyclisme, mais qui vont par contre se lancer à des vitesses de petites motos, 45 km/h. Nous retrouvons Céline 2 jours plus tard. L'opération au poignet s'est bien passée, mais elle n'est pas tirée d'affaire pour autant. Je pensais vraiment au début que c'était le poignet qui allait être le plus problématique, puis en fait le poignet a tout bien guéri puisqu'on a enlevé les plaques. Par contre l'épaule, la mobilité de l'épaule, je pensais pas que ce serait aussi long, que ce serait des mois et des mois et des mois. Ça pèse sur le moral. Ouais. Céline a eu 3 mois et demi d'arrêt de travail complet. Pas facile quand on est pédiatre et que de nombreuses familles comptent sur vous. Elle a ensuite repris 1 mois à 50%, puis enfin à plein temps depuis quelques semaines. Je dirais le plus embêtant, c'est pour regarder dans les oreilles. Ouais, je te regarde dans les oreilles, mon petit chat. C'est pas ta partie préférée. Parce qu'il y a vraiment cette position qu'on doit. Avec l'autre main, j'arrive mieux. Où on doit lever un peu le bras. Puis si l'enfant, à 1 an, 18 mois, ils sont pas toujours tout à fait d'accord et qui bougent et qui donnent un peu des coups. Alors des fois, j'ai l'épaule qui part comme ça et ouais, ça, je dirais c'est ce qui m'embête le plus. Au-delà des difficultés individuelles bien réelles, les accidents de vélo électrique qui se multiplient ont aussi des conséquences sociétales importantes. Lorsqu'on a plusieurs segments de membres qui sont touchés, les convalescences sont plus longues, on va avoir plus de consultations médicales avec plus de frais, peut-être des réinterventions chirurgicales, donc les coûts de la santé qui vont être augmentés et les coûts pour la société en général en raison des arrêts de travail qui en découlent. Mais la société n'est pas que victime de ces accidents. Elle porte aussi sa part de responsabilité en aménageant des voies de circulation trop complexes et peu sûres pour les vélos. Là, on voit sous les arbres, il y a la piste cyclable, on voit les lignes jaunes. Et puis, on doit passer là, c'est l'arrêt de bus, et là, il y a la piste cyclable qui repart. Et puis, ce jour-là, moi, j'arrivais comme ça. Donc, je regarde en arrière pour voir si je peux me décaler sur la route pour pouvoir passer à côté du bus. Puis quand j'ai relevé la tête, il y avait cette voiture qui était là. J'ai freiné fort, puis je suis tombée là. On promeut la mobilité douce, et puis il y a quand même des endroits qui sont encore comme ça hyper dangereux pour les cyclistes. Et puis ça reste toujours les voitures qui vont quand même être prioritaires sur les vélos. Cette priorité donnée aux voitures depuis des décennies est devenue un véritable biais cognitif qui porte un nom, la motonormativité. C'est un terme récent et qui désigne tous les préjugés inconscients, tous les biais qu'on peut avoir quand on pense mobilité, et puis qui nous amène à penser que la mobilité est et doit rester basée sur la voiture. Le problème du vélo, c'est que ce sont d'autres vitesses, d'autres besoins, et puis l'enjeu de changer de paradigme, c'est de faire de la place au vélo. Changer de paradigme, cela permet de faire baisser le nombre d'accidents, même avec toujours plus de vélos en circulation. La preuve par les chiffres. Aux Pays-Bas, les vélos parcourent 3 fois plus de kilomètres qu'en Suisse, mais cela donne 2 fois moins de cyclistes tués. Alors qu'aux États-Unis, avec beaucoup moins de kilomètres parcourus, il y a proportionnellement 2,5 fois plus de morts qu'en Suisse. C'est un phénomène qu'on appelle la sécurité par le nombre. Si on prend la ville de Copenhague, en 20 ans, le nombre de kilomètres parcourus à vélo a été multiplié par 2. Et puis on aurait pu imaginer que le nombre d'accidents soit augmenté par 2. Et ce n'est pas du tout le cas. Le nombre d'accidents a diminué d'à peu près 80-85%. Pourquoi ?
Ce n'est pas un phénomène magique, ce n'est pas un phénomène spontané, mais ce sont des choix politiques où certaines infrastructures ont été créées. On a résolu les points noirs du tissu routier. Les automobilistes sont aussi davantage habitués à cohabiter avec les cyclistes et l'inverse. Donc une sorte de cercle vertueux qui se met en place. Ce cercle vertueux qui mène à une cohabitation harmonieuse, on n'y est pas encore chez nous. Si je vous demandais maintenant de monter sur ce vélo, il se passerait quoi? Je dirais non. Ça, c'est assez catégorique. Ouais, là, j'ai une boule dans le ventre. Et je sens mon tendon, alors qu'en temps normal, j'y pense pas. En 2011, Déborah Morel a été heurtée par une voiture qui a pris la fuite. Cet accident l'a traumatisée au point de provoquer un véritable blocage qui perdure 13 ans plus tard. J'étais en vélo électrique, je redescendais ici et j'ai entendu derrière moi, juste avant le choc, j'ai entendu une voiture aller assez vite. Moi, j'étais comme ça sur mon vélo et la voiture qui était derrière moi m'a percuté avec son rétroviseur. Et j'ai fait une sorte de vol plané avant et je me suis retrouvée sur le trottoir. Heureusement que j'étais sur le trottoir et pas sur la route. Ce moment-là, il est quand même très présent encore dans ma tête. 13 ans plus tard. 13 ans plus tard, ah ouais, clairement. La voiture ne s'est même pas arrêtée. C'est donc un motard de passage qui appelle les secours. Et là, l'ambulancière, elle est venue vers moi, elle a regardé mon pied et elle a dit à son collègue « Ah, je crois que c'est sectionné ». Et là, je me suis dit « Ouh, ça sent pas bon ». En tombant, une pédale a sectionné net son tendon d'Achille, avec des conséquences qui perdurent aujourd'hui encore. Donc là, c'est la toute petite cicatrice quand la pédale a sectionné mon tendon. J'ai plus de sensibilité sur la moitié du pied et ça remonte jusqu'au mollet. Je sens plus rien. Déborah a subi 2 opérations, 8 semaines de plâtre et des mois d'une rééducation particulièrement douloureuse. Ah, c'était une torture. La physio utilisait un crochet en métal qui allait sous mon tendon pour le détendre en fait et elle faisait une sorte de clongue. Et ça, c'était horrible. Ça faisait vraiment très très mal. Malgré ce traitement de choc, sa cheville reste définitivement abîmée. Au niveau de la mobilité, j'ai perdu une certaine amplitude quand je veux lever mon pied ou baisser mon pied, mais ça ne m'empêche pas de courir. Courir, un besoin vital pour cette fille de marathonien. Alors, quand après son accident, les médecins lui annoncent que pour elle, la course, c'est fini, le diagnostic la fait bondir. Ouh là là, à moi on ne dit pas que je peux pas. Le fait qu'on me dise ça, ça a déclenché chez moi un truc... Vous verrez, vous allez vous tromper et dans quelques années, moi je fais un marathon. Allez Déborah, c'est bien. Paris tenu 7 ans plus tard. C'est cool, bravo. Elle termine son premier marathon à Majorque. Et là, je passe la ligne d'arrivée. Ah, c'était quelque chose. Hein. Je me suis dit, vous voyez, j'ai réussi. J'ai eu un tendon sectionné, mais j'ai réussi à courir ce marathon. Au moment de notre tournage, Déborah préparait son 4e marathon. Mais une autre activité restait toujours hors de portée, remonter sur un vélo. Déborah adore le théâtre qu'elle pratique en amateur et c'est là qu'elle veut puiser la force de se remettre en selle. Elle a un projet d'animation théâtrale ambulante pour lequel elle souhaite se déplacer sur un vélo triporteur. Je suis actuellement une thérapie qui permet de travailler les traumatismes. En fait, par échelon, par étape, j'essaie de réapprivoiser cet engin qui est devant moi. Mais le chemin est encore un peu long. On verra ce que ça donne. Tous ces témoignages d'accidents graves, cela peut faire peur. Alors à ce stade, une précision s'impose. Faire du vélo est bon pour la santé. L'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne mesure régulièrement l'effort physique des cyclistes, y compris sur un vélo à assistance électrique. Conclusion, les bénéfices dépassent largement les dangers. Si un grand nombre de personnes adoptent, le vélo comme moyen de locomotion, oui, il y aura des accidents, mais c'est
plus que contrecarré par l'amélioration de l'espérance de vie dans ce collectif. Vous prenez 1000 personnes, dans ces 1000 personnes qui vont faire du vélo pendant 10 ans, peut-être une personne qui va avoir un accident grave. Par contre, parmi ces 1000, il y en a 10 dizaines qui auront moins de risques de mourir de façon trop précoce à cause de maladies cardiovasculaires, un diabète mal contrôlé. La fréquence cardiaque qui augmente. À vélo électrique, l'effort mesuré est moindre que sur un vélo classique, mais plus important que si on marche. Et les bénéfices pour l'organisme sont chiffrables. Voici le calcul réalisé par Ben Kaiser grâce à un outil de modélisation de l'Organisation mondiale de la santé. En Suisse, chaque habitant parcourt en moyenne tous les jours 20 km en voiture et seulement 200 mètres à vélo électrique. Imaginons un changement d'habitude. On lâcherait un peu la voiture pour faire 2 km par jour à vélo électrique. Cela permettrait d'éviter chaque année 155 morts précoces, par exemple d'un infarctus. Et la société économiserait 1 milliard de francs par an. Alors on sait très bien qu'il faut bouger pour maintenir un capital santé. On peut marcher, on peut prendre les escaliers et on peut faire du vélo. Mais le vélo avec assistance électrique, c'est quelque chose qui nous facilite de faire le pas envers plus d'activité physique au quotidien. Ça apporte donc tout à fait, malgré son assistance, quelque chose qui est salutaire pour soi-même et pour la collectivité. Des vidéos de chutes à trottinette électrique, on en trouve plein les réseaux sociaux. Et pour cause, les chiffres ont de quoi affoler. Rien qu'en Suisse, on est passé en 5 ans de 100 à 3500 accidents déclarés auprès des assureurs. Une réalité que confirme ce chirurgien genevois. Il y a clairement une explosion des accidents de trottinettes électriques qu'on n'avait pas auparavant. Il y a quand même des fractures graves, ou des luxations d'épaule, ou des traumas qui peuvent potentiellement avoir des séquelles graves. Voici un cas de chute a priori banal vécu par l'un de ses patients. Un jeune homme qui a dérapé en pleine journée sur une chaussée mouillée en ville. Donc il est tombé de tout son poids sur le côté, ça a résulté en une luxation de l'épaule. La tête de l'humérus est déboîtée et une fracture. C'est ce qu'on voit ici sur cette radio. La tête de l'humérus qui est ici devrait normalement être ici. Il faut remettre l'épaule en place et puis ensuite on la fixe avec une plaque et des vis. Une seconde opération a été nécessaire 1 an plus tard pour retirer ce matériel. Le jeune homme s'en est sorti sans séquelles, mais ce n'est de loin pas toujours le cas. Les séquelles possibles, je dirais, c'est surtout des raideurs, des douleurs chroniques qui peuvent s'installer, une perte de fonction relative du bras. Ça peut être invalidant, il y a même dans des cas sévères, des patients qui vont avoir besoin d'une rente d'invalidité à cause d'un dégât permanent à leurs membres lésés. Comme pour les accidents de vélo électrique, la facture est donc lourde à la fois pour le patient et pour la société. D'autant plus que les accidentés de la trottinette sont typiquement de jeunes trentenaires en pleine carrière professionnelle, ce qui ne les empêche pas de cultiver une certaine inconscience. Il y a ce côté un peu ludique de la trottinette, ce côté un peu enfantin, et donc on ne se rend pas compte forcément du danger qui est tout aussi grand que si on fait du vélo, par exemple. Donc on a tendance à ne pas mettre de casque, on a tendance à ne pas mettre de gilet de sécurité ou de phare. Et tout ça, ça peut mener à des conséquences importantes. Pourtant, les règles existent et elles sont claires. Le moteur de la trottinette doit être bridé à 20 km/h, qui est la vitesse limite. On roule sur les pistes cyclables ou à défaut sur la chaussée, le trottoir est interdit. Le casque n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. Pourtant, qui respecte ou même simplement connaît ces règles ? Peu de monde, comme on le découvre dans cette séquence où nous suivons un contrôle de police dans le centre de Genève. Donc là, vous êtes à 38 km/h. À savoir que c'est 20 km/h. Vous faites quasi le double. Donc là, mes collègues vont s'occuper, vous expliquer la suite, mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir repartir avec votre trottinette. Ok, d'accord. Il y a une étiquette qui est marquée 25 et elle monte jusqu'à 38. J'étais pas au courant. Donc je l'ai acheté sur internet, mes parents me l'ont offert. Et je peux dire, derrière ma trottinette. 38 km/h au lieu de 20, cela peut sembler beaucoup, mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Donc tu peux freiner.
Donc là, dans 60 km/h, vous comprenez qu'on ne peut pas vous la restituer. Ce n'est pas la vitesse à laquelle vous circulez, c'est la vitesse que peut faire votre trottinette. Donc nous, on va la mettre en fourrière. Désolé pour vous. Voilà, bonne journée quand même. Bonne journée, au revoir. Au revoir. En un peu plus d'une heure, le véhicule de police se remplit à ras-bord de trottinettes confisquées, car non conformes. C'est énorme, c'est à peu près 50 à 100 trottinettes qui sont saisies par mois et transmises à la fourrière cantonale, qui sont ensuite généralement détruites, puisqu'il y a tellement de pièces détachées qui ont été apportées pour la modification qu'on ne peut plus rien en faire. Bonjour, monsieur. Conséquence directe de ce non-respect des règles, la police genevoise constate plusieurs dizaines de dommages corporels graves chaque année. Soit le guidon va rentrer dans l'estomac et ça peut faire mal, ou alors ils vont mettre les mains, donc ça va être tout ce qui est mains, articulations et puis évidemment le visage qui peut taper le bitume. Les chutes à trottinette obéissent à des lois physiques bien précises. C'est ce qu'étudie à Zurich l'AGU, groupe de travail pour la mécanique des accidents, qui réunit des médecins et des ingénieurs. On doit avoir des connaissances en médecine, mais aussi en physique pour comprendre quelles forces entrent en action, quelles sont les accélérations, etc. C'est ça ce que nous voulons faire. Nous voulons réunir ces deux domaines de la médecine et de la mécanique. Grâce aux lois de la physique, on comprend pourquoi la trottinette est un véhicule particulièrement instable. Si j'observe comment est construit un vélo, il a des roues relativement grandes. Si je regarde maintenant le point où la roue avant touche le sol et le point où l'axe du guidon rencontre le sol, ça me donne ici une distance. Et cette distance est décisive pour la stabilité du vélo. En comparaison, une trottinette a des roues beaucoup plus petites et le guidon est généralement davantage à la verticale. Ce qui fait que cette distance, ici, est beaucoup plus petite que sur un vélo. Et cela fait que la stabilité est d'emblée moins bonne avec une trottinette. Démonstration pratique avec ces séquences captées par une caméra de vidéosurveillance. Ici, nous avons un tout petit obstacle. Et pourtant, on n'arrive pas à le franchir avec une trottinette. Donc tous ces gens tombent. Sur une trottinette, l'empattement, la distance entre les deux roues est relativement courte, tandis que la taille d'un être humain est relativement grande. Donc pour des raisons de géométrie, toutes ces personnes basculent vers l'avant. Elles tombent la tête la première sur la chaussée. Une chute sur la tête, c'est ce dont a été victime Samuel Coletta en 2021. Son histoire est typique des accidents graves de trottinettes électriques. Celle d'un jeune trentenaire rentrant un week-end d'une soirée trop arrosée à Lausanne. En faisant le trajet, je pense, l'alcool que je venais de boire a commencé à monter dans mon système. Et puis à un moment, j'ai dû être trop ivre. Et puis il avait plu. Alors les sols étaient humides. Puis je me suis fracassé. Le bruit de la chute a été si fort que les voisins sont sortis voir ce que c'était. Et ils m'ont vu sur le sol. Et ils ont appelé l'ambulance. Sa trottinette était bien bridée à 20 km/h, mais il ne portait pas de casque. Transporté au CHUV, son état se détériore brusquement après une journée. On doit l'opérer de toute urgence, mais il n'est plus assez conscient pour donner lui-même son accord. Pour nous, c'était un choc absolu dès le départ. Vous recevez un coup de téléphone, on vous explique que votre fils il est au CHUV, que son pronostic vital est engagé et qu'ils doivent absolument l'opérer tout de suite. Ce qui se passe, c'est que dans les traumas crâniens sévères, la pression intracrânienne peut être normale dans un premier temps, et puis, deuxième jour ou troisième jour après le traumatisme, le cerveau peut gonfler. S'il gonfle et on ne fait pas d'intervention chirurgicale, le cerveau il va souffrir.
et le patient va mourir, pour faire simple. Seule solution, découper la calotte crânienne pour relâcher la pression. On va récliner la peau et le muscle temporal vers l'avant pour avoir accès à l'os. Et à l'aide d'une scie, on va couper tout ce morceau d'os, faire un volet qui mesure à peu près 15 sur 15 cm. Une fois retiré, le morceau de calotte crânienne est placé dans un congélateur. Et puis on va la reprendre entre 2 à 3 semaines plus tard minimum, quand le cerveau dégonfle et qu'on peut à nouveau remettre cette calotte. Et entre-temps, c'est assez impressionnant, on est obligé de leur mettre un casque si on mobilise ces patients, puisque s'ils tombent, il y a un risque qu'ils tombent, on va dire, sur le cerveau du côté où il n'y a pas la calotte. Je l'ai là. Voilà. Je vais le mettre, comme ça vous voyez en gros ce que ça donne. Je ne veux pas l'attacher, mais... Voilà. Donc là, c'est ouvert parce qu'il n'y avait pas de raison que ce soit protégé. Puis là, c'est la partie fragile. Et je me promenais avec ça. Tout cela, c'était après plusieurs semaines. Auparavant, il a dû émerger très progressivement du coma artificiel dans lequel on l'avait plongé pour soulager son cerveau. Mes premiers souvenirs, c'est je me réveille dans la salle, je me dis qu'est-ce que je fais là? Il y a plein d'infirmiers qui sont très sympathiques et qui me parlent chaleureusement, comme s'ils me connaissaient. Et en fait, je me rends compte qu'ils me connaissent. Ça fait plusieurs jours qu'ils me parlent. Simplement, moi, le lendemain, je me souviens pas. Donc, je redécouvrais en boucle que j'avais eu un accident. Et ça a duré une dizaine de jours. Samuel passe 4 semaines au CHUV, puis plusieurs mois de rééducation à l'institution de Lavigny. 3 ans plus tard, sa mémoire s'est beaucoup améliorée, mais il souffre toujours de fatigue chronique, de difficultés à se concentrer et de modification de son caractère. Après l'accident, il s'était mis à exprimer sans aucune retenue tout ce qu'il ressentait. Il a dû se rééduquer pour retrouver des filtres mentaux compatibles avec nos règles sociales. C'est comme si on réapprend du début. La culture, la décence, le timing, ça se réapprend petit à petit. Mais il faut faire l'effort conscient de se dire attends, je vais réfléchir à ce que ça implique de dire ce que je veux dire et je vais choisir de le dire ou pas. Aujourd'hui, Samuel vit chez ses parents. Il a un travail à 40%, la gestion du site internet d'un magasin. Et il songe à cumuler avec un autre emploi. Idéalement, j'aimerais bien un autre job, 20, 40 aussi. Un truc très basique, hein. Parce qu'il faut que ce soit un job sans trop de responsabilité pour que, si ça se passe pas bien, il y ait personne qui en souffre. Et puis que ce soit facile de remplacer si je dois m'absenter ou quoi. Nous, on attend le temps que tu sois prêt. Ouais. Faut voir. Ça risque de prendre encore un peu de temps. Ouais, on n'est pas pressé. Ouais. Comme son collègue genevois, Constantin Touléaskia observe dans son service les dégâts toujours plus importants causés par la trottinette. Il y a une augmentation en fréquence, il y a plus de cas. On remarque aussi, je dirais, une augmentation en gravité. Il y a plus de cas graves par rapport à ce qu'on voyait il y a 4-5 ans en arrière. Ce constat l'a décidé à lancer une étude comparable à celle de Zurich sur les vélos, mais cette fois en se concentrant sur les trottinettes électriques. Combien de traumas crâniens sévères causent-elles et avec quel impact? Ces réponses vont nous servir à sensibiliser, je dirais, la population. Je pense que si on a des chiffres, c'est des preuves qui sont imbattables, qui montrent clairement qu'il y a une augmentation des traumas crâniens, que ces traumas peuvent être très sévères à un jeune âge, et puis qu'il faut éviter de rouler à une vitesse qui n'est pas adaptée, sans casque et ou en état alcoolisé. Sans casque et alcoolisé, c'était le cas de Samuel. Son ivresse lui a valu de passer devant un tribunal. Voici la sentence. Finalement, le juge, il a été assez clément, compréhensif. Il a dit la sanction, c'est la blessure et la rééducation, c'est suffisant en tant que tel.
Je me définirais plutôt prudent. C'est sûr qu'en grandissant, on a tendance à s'assagir un petit peu. Et oui, du coup, je suis beaucoup plus prudent quand même que quand j'étais plus jeune. Ouais. Et pourtant, 2 mois et demi plus tôt, par un beau jour d'été, Kevin rentrait avec des amis d'une balade à VTT. Le groupe roulait tranquillement sur un petit chemin carrossable en Valais, semblable à celui-ci. Je vais avoir un moment d'inattention et j'ai heurté un rocher qui était en bord de chemin. Et ça m'a fait partir sur l'avant du vélo, en soleil. Et j'ai l'épaule qui a tapé directement. Kevin doit être héliporté à l'hôpital de Sion. Les radios révèlent une blessure typique des chutes à VTT, une luxation acromioclaviculaire. C'est une capsule ligamentaire qui a lâché avec le choc et un deuxième ligament plus bas, donc ça remonte la clavicule vers le haut. Et cette clavicule restera dans cette position toute ma vie en réalité. Il n'a pas besoin d'être opéré. La solution consiste à faire de la physiothérapie intensive pour développer une musculature capable de compenser l'absence de ligaments. Donc la bosse ici, ça c'est la clavicule qui remonte et qui devrait être beaucoup plus basse. C'est vraiment la bosse qu'on voit ici, celle-ci. Ça craque, ça gêne, ça bloque un petit peu. Il y a des mouvements que je ne pouvais pas faire, comme lever le bras. Dormir dessus aussi, c'était un peu difficile parce qu'on met du poids sur l'épaule, donc ça rentre l'épaule et ça fait ressortir la clavicule. Kevin est patrouilleur secouriste l'hiver et aide charpentier à la belle saison. Avant de reprendre, 45 séances de physiothérapie et un arrêt de travail de plusieurs mois vont lui être nécessaires. Porter une charge au-dessus de la tête, ça a été très très difficile au début. Progressivement, j'arrive à porter 2,5 kg maintenant, donc ça va vers le mieux. Ouais. Kevin a été héliporté par Air Glacier. L'été passé, la compagnie a réalisé 49 interventions pour secourir des VTTistes, un record, alors qu'avant 2020, il n'y en avait que 5 à 10 par année. Pierre Métraillé est à la fois médecin urgentiste à Sion et responsable du service de sauvetage d'Air Glacier. Il embarque régulièrement dans l'hélicoptère pour dispenser les premiers soins directement sur place. Une tâche essentielle. C'est très important pour nous de connaître le mécanisme de l'accident. Comment le patient est tombé? Est-ce qu'il est tombé en avant? Est-ce qu'il a percuté un rocher tête la première? On essaye de comprendre la cinétique et puis les forces qui ont agi sur le corps. Voilà, bonjour. Personne de 41 ans, il a mal ici, il a l'impression d'avoir des crampes dans la cuisse. Ok, mais il est tombé du pont, en bas là, puis là il s'est levé un petit coup. Oui. Une bonne partie des patients, un peu moins de la moitié, sont des traumas au niveau du crâne, au niveau de la colonne, au niveau du thorax, ou des polytraumatisés qui sont blessés à plusieurs endroits. Nathan Dugast a été lui aussi héliporté en urgence en 2022, après une chute spectaculaire sur son VTT électrique. C'est ici que j'ai eu mon accident. J'ai voulu faire un coup de guidon pour aller côté montagne. Et puis en faisant ce coup de guidon, j'ai eu la force centrifuge, je pense, qui m'a propulsé. Puis je suis vraiment tombé là. J'ai volé par-dessus l'arbre, j'imagine. Après avoir dévalé la pente sur plusieurs mètres, Nathan reprend ses esprits. Il a quelques écorchures, rien de trop grave apparemment. Son téléphone est resté dans son sac à dos, projeté loin de lui. J'ai voulu me lever, puis quand j'ai voulu faire ce mouvement-là, c'était pas possible parce qu'en fait, je sentais pas mes deux jambes. Et du coup, je me suis mis comme ça. Et puis, j'ai commencé à ramper jusqu'à mon téléphone pour appeler ma maman, pour pouvoir qu'elle puisse prévenir les secours. Et c'est là que je réalise que c'est grave. À l'hôpital de Sion, le diagnostic tombe comme un coup de massue. Possiblement, on me dit que je ne vais pas remarcher. Et là, moi, dans ma tête, c'est super compliqué, quoi. C'est à ce moment-là que je me dis que peut-être l'usage de mes jambes, je ne vais plus l'avoir, quoi. Sur le scanner, la colonne vertébrale de Nathan ne présente aucune fracture.
Alors pourquoi sa moelle épinière a-t-elle cessé de fonctionner normalement? Sur l'IRM, on voit mieux la moelle épinière qui est ici en noir. Elle est entourée du liquide céphalorachidien qui est cette zone blanche. Puis ça illustre le fait que cette moelle épinière, elle est mobile à l'intérieur du canal médulaire. Donc en cas de choc violent, elle peut être projetée vers l'avant ou vers l'arrière et puis ça peut occasionner des dommages, même s'il n'y a pas de fracture des os associée. Au début, ça bouge un tout petit peu, puis un jour tu sens, puis un jour tu sens pas. Alors t'es un peu tout le temps dans cette perpétuelle remise en question de se dire mais ça va revenir ou ça va pas revenir, quoi. 2 mois de rééducation dans une clinique de la SUVA lui permettent finalement d'échapper aux pronostics les plus pessimistes. Aujourd'hui, il a entièrement récupéré l'usage de ses jambes. J'ai eu le temps de comprendre des choses sur moi-même. J'ai aussi compris que je ne voulais pas arrêter le sport, que je ne voulais pas me dire « Ok, parce que j'ai eu cet accident, je ne remonterai plus jamais sur un vélo ». Mais par contre, de prendre les précautions et de se mettre en tout cas dans des situations peut-être moins dangereuses.